France Maghreb 2. Bonjour à tous, merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2. C'est le LGF en mode tranquille d'un mercredi avec Monsieur Nadir Kaya qui est avec nous. Salut Nadir. Salut, bonjour à tous. Et Monsieur Nasser Lagili. Comment il va Monsieur Nasser Lagili? Très bien Christophe. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices. On est plus que bien. Voilà, on est là, il est 4h10 à peu près, c'est l'heure du thé, de tout ce qui va avec quoi. C'est formidable. Vous entendez ce bruit? Écoutez. Ah, c'est magique, non? J'aime beaucoup ce bruit. Et tu me disais d'ailleurs tout à l'heure, mon cher Nadir, que quand on fait le thé comme ça, quand on le lève, en fait, c'est pas du folklore, quoi. Ah oui, il y a une réaction chimique au niveau de l'eau quand on lève la théière comme ça, qui permet de verser des bulles au niveau du thé et de parfumer au maximum la menthe et le thé. Bon, alors, Monsieur Nadir, pendant que tu nous sers le thé, quel est ton programme pour toi aujourd'hui? Je crois que tu vas nous parler de cette France qui se lève tôt. Ouais, tout à fait, ça sera la vie tranchée, cette France qui lève tôt, qui fait pas de bruit, qu'on n'entend pas et qui pourtant apporte beaucoup à la France à travers ses métiers et le sacrifice de certains, parce que se lever très tôt pour... Beaucoup de femmes d'ailleurs. Beaucoup de femmes, beaucoup de mamans. Moi qui ai eu à prendre le métro, enfin les premiers métros pendant 10 ans à 5h30 du matin, je peux t'assurer que c'est la France qui travaille, la France dans sa mixité, dans sa dans sa diversité pour le coup. Nasser, on va parler de quoi avec toi? On va parler des mosquées. De laisser les mosquées hors de la politique, parce qu'on a trop souvent vu des hommes politiques débarquer dans des mosquées et souvent la veille de période électorale. Exactement. Absolument. Coup de cœur pour toi Nasser justement. Je veux dire, mettre en évidence aussi les quartiers populaires, les jeunes des quartiers populaires qu'on voit souvent pendant les périodes de fête, en mode de solidarité, en faisant des distributions de maraudes, de repas et tout ce qui suit, parce qu'on parle très souvent d'eux, mais pas forcément du bon côté. Et là, pour moi, il était intéressant et important de les mettre en évidence. Donc, voilà. Nadir, on va parler de quoi avec toi dans ton coup de cœur tout à l'heure? Alors, ce sera un coup de cœur pour l'association Fakiret de France. Ouais. Ce sont principalement des femmes qui viennent en aide aux plus démunis dans la rue par tous les temps, surtout par cette période difficile en hiver. Donc, je vais juste rappeler un petit peu le travail extraordinaire qu'elles font. Voilà. Et j'en profite pour saluer le travail extraordinaire que vous faites avec votre association Ban le Plus. Avec des maraudes, pas plus tard que le week-end dernier, je crois que c'était une maraude encore. Dimanche, Dimanche, absolument. Sur deux, Vraiment, allez voir d'ailleurs sur Facebook Banlieue Plus, et vous allez voir les vidéos, parce que vous filmez un petit peu les préparations et tout à fait, c'est très intéressant en tout cas à voir. Avec les différents bénévoles. Et il y a beaucoup de monde, beaucoup de jeunes filles qui consacrent des dimanches comme ça, des week-ends pour aider les sans-abri. Tant mieux. Heureusement qu'il y en a. Heureusement que vous êtes là. Un grand merci à toutes les filles, à toutes les femmes qui sont plus actives que les hommes. Ah, ça c'est vrai. Force est de constater quand même. On est trois mâles autour de cette table, mais ce sont bel et bien les femmes qui travaillent le plus. Tout à fait. Ouais. Parce que quand elles rentrent à la maison, elles ont encore davantage de travail. Allez, c'est parti pour le programme de ce grand forum. Et aujourd'hui, ça va être très diversifié. On va parler politique un petit peu, et puis on va parler musique et culture à l'occasion des 20 ans du Cabaret Sauvage. Le grand forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum pour ce mercredi, après l'Algérie, la semaine dernière, cap à présent sur la Tunisie. Au menu de cette visite du président français annoncée pour le 1er et 2 février prochain à Tunis, économie et lutte contre le terrorisme. Paris ne laissera pas la Tunisie seule face au terrorisme, affirme Macron. Invité de ce grand forum dans la partie culturelle, Méziane Azaïch, directeur du Cabaret Sauvage, qui fête ses 20 ans avec le spectacle ce samedi 16 décembre, Barbès Café. Nous aurons aussi avec nous la comédienne et chanteuse Annie Papin. La question LGF pour ce mercredi, Erdogan, le défenseur de la Palestine au travers de différentes actions, est-il sincère selon vous? C'est la question que l'on vous pose et à laquelle vous répondez sur Twitter, LGF officiel, ainsi que sur Facebook France Maghreb 2. Et pour terminer tout à l'heure, Libertad, vous aurez la possibilité de vous exprimer en direct au 01 40 33 9000. Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2, et on va un petit peu modifier le déroulement de cette émission parce que tout à l'heure on a évidemment des invités, donc on va sans plus tarder, si vous le voulez bien, démarrer avec le premier avis tranché de l'après-midi. Jingle, c'est parti. Alors piétinez-moi, allez-y!
Un premier avis tranché signé Nasser Lajili qui souhaite que l'on laisse les mosquées en dehors de la politique, Nasser. C'est exactement ça. Voilà, j'ai choisi comme titre laisser les mosquées hors de la politique parce que malheureusement on est confronté à des hommes politiques qui débarquent à chaque fois que des élections arrivent. Et oui, Christophe, parce que malheureusement aussi on a de plus en plus de musulmans qui ne veulent plus fréquenter leur mosquée proche de chez eux. Et d'ailleurs, c'est en partie parce qu'ils en ont plus qu'assez de voir des dirigeants de mosquées soumis aux élections, aux élus locaux, et d'entendre des discours récupérateurs dès qu'il y a une élection politique à l'horizon. Ce qui n'empêche pas, d'ailleurs, certains de ces mêmes élus de stigmatiser les musulmans quand une occasion se présente, et on peut prendre l'exemple de Manuel Valls ou le maire de Clichy quand il y a eu les prières de rue. Contrairement à ce que certains, semblent croire, mais les citoyens musulmans ne sont pas des enfants ou des indigènes colonisés, à qui on peut dicter le choix politique de citoyens. J'espère qu'en 2018, il sera enfin temps que les classes politiques se mettent ça dans la tête d'ailleurs, et qu'ils cessent d'interférer avec le culte musulman, au mépris d'ailleurs des principes de laïcité dont elle a pourtant plein la bouche. Musulman ou pas, tout citoyen qui se respecte est souverain quant à ses idées, y compris dans le champ politique. Il faut être bien conscient que les musulmans, bien sûr, notamment les jeunes générations, ne supportent plus, et bien sûr, d'être instrumentalisés à des fins politiques. Et certains, alors, ils s'écartent de leur mosquée et vont chercher ailleurs leur formation religieuse. Et pas toujours pour le meilleur, parce que parfois, ils arrivent dans les réseaux sociaux, ils vont aller chercher des informations qui sont pas forcément les bonnes. Et moi, j'ai une phrase de Jean Jaurès qui résume parfaitement ce que je viens de soulever comme problème. Il dit: la République, c'est le droit de tout homme, quelle que soit sa croyance religieuse, à avoir sa part de la souveraineté. Donc voilà, ça c'est une phrase que j'aime beaucoup et qui résume parfaitement notre situation actuelle. Très bien. Nadir, est-ce que tu partages l'avis de notre ami Nasser Lajili? Oui, bien sûr, parce qu'il faut savoir dénoncer cette façon de faire qui n'est pas acceptable, notamment quand on entend un peu ces mêmes politiques pointer du doigt la communauté musulmane dès l'instant où il y a une affaire médiatique ou un buzz, et qui font croire à tous les Français que les musulmans seraient plus communautaires que les autres et quelque part un danger, alors que ce sont les premiers à servir de cette communauté pour des raisons électorales quand le moment vient. Donc c'est des gens qui utilisent le terme laïcité quand ça les arrange, et c'est des choses qu'il faut absolument dénoncer, parce que ils sont pas détenteurs de cette laïcité, surtout qu'aujourd'hui il y a plusieurs façons d'interpréter cette laïcité. Donc je rappellerai que ces hommes politiques sont voués à faire de la politique et à pas s'occuper du culte religieux musulman comme des autres. Voilà, c'est ça la vraie laïcité, c'est de s'occuper de ses propres affaires. Tout à fait. Effectivement. Bon, et bien voilà qui est fait pour ce premier avis tranché que vous pouvez retrouver sur le Facebook France Maghreb 2. Prochain avis tranché tout à l'heure avec Nadir Kaya pour parler de la France qui se lève tôt. Ah, on va rendre hommage à tous ces gens qui se lèvent tôt, très tôt même, pour aller travailler, parfois dans des conditions difficiles. Nadir, c'est ce que tu nous diras en tout cas tout à l'heure. Ouais. La question du jour aujourd'hui, vous savez que ça se passe du côté de la Turquie. Pour faire juste un point rapide avant de parler de la question, le monde musulman réuni à Istanbul pour répliquer à Donald Trump sur Jérusalem. L'invitation du président turc Recep Erdogan, l'organisation de la coopération islamique veut répondre à la reconnaissance unilatérale par les États-Unis de Jérusalem comme capitale d'Israël. Erdogan a pris la parole en ouverture de ce sommet, avec à l'appui des cartes de la Palestine qui étaient projetées au mur lors de son allocution. Le président turc qui a à nouveau employé des mots très forts contre Israël. Je vous propose d'écouter un extrait donc de Erdogan ce matin en ouverture de ce sommet. Depuis 1947, l'État palestinien est soutenu par les Nations Unies, preuve qu'Israël est un État occupant, en plus d'être un État terroriste. Les soldats terroristes d'Israël tuent des enfants de 10 ans. Ils sont arrêtés et mis en cage. Voilà, alors le président turc a appelé à reconnaître Jérusalem-Est comme capitale de la Palestine. Ce sera probablement d'ailleurs le cœur de la déclaration finale de ce sommet. À la suite donc du président Erdogan, c'est Mahmoud Abbas qui a pris la parole, et le président palestinien qui s'en est pris à Donald Trump. Mahmoud Abbas qui affirme que Washington n'a plus
de rôle à jouer désormais dans le processus politique en raison donc de ses positions partiales. Le sommet extraordinaire donc se poursuit en ce moment à Istanbul. La déclaration finale qui est attendue donc d'ici la fin de journée. Messieurs, sur ce geste donc d'Erdogan qui a dès le début d'ailleurs pris l'initiative d'inviter les membres des différents pays musulmans. Il y en a une quarantaine qui ont répondu présent et pas des moindres, notamment donc Hassan Rouhani, le président iranien, ainsi que le président libanais, le roi de Jordanie, sont donc sur place en Turquie. Qu'est-ce qu'il faut en attendre? Est-ce qu'il faut en attendre d'abord d'annonces fortes ce soir à l'issue de ce sommet? Alors, personnellement, je pense pas qu'il faille attendre quelque chose d'exceptionnel, parce que la communauté arabe est divisée depuis des années. Je rappellerai à certains qui critiquent un peu Erdogan que c'est le seul qui a été capable d'instaurer un rapport de force face aux colonisateurs palestiniens ou à Israël. Donc aujourd'hui, qu'ils prennent cette initiative, c'est très bien, mais je pense que les pays arabes sont tellement divisés que je pense qu'il va avoir du mal à vouloir mettre en place ce rapport de force. Mais je rappellerai que c'est le seul aujourd'hui qui est capable de le faire. Je rappellerai notamment qu'en 2011, il avait escorté militairement les bateaux humanitaires qui venaient à Gaza, et que c'était le seul. Le bilan avait été lourd, hein. Oui, tout à fait. Et puis même s'il avait coopéré avec Israël lors de manœuvres militaires, il a réussi aussi à imposer ça, et ça a permis à des bateaux humanitaires de pouvoir accoster tranquillement. Donc jusqu'à maintenant, c'est le seul dans le monde musulman qui a pu imposer un rapport de force avec Israël. Donc en espérant que ça puisse apporter quelque chose aujourd'hui. Bon, malheureusement, c'est souvent quand il y a une crise qu'on essaye de regrouper ses forces et de réagir, mais bon, je pense pas qu'on va pouvoir réagir comme ça rapidement face à ce que Trump a déclenché. Nasser, est-ce que tu es dans la même lignée que Nadir, ou est-ce que tu es un peu plus confiant concernant les annonces fortes qui peuvent en découler ce soir? Non, moi je reste, moi je rejoins complètement ce qui a été dit par Nadir, mais je rappelle que ça fait des années et des années qu'on n'arrête pas de parler de processus de paix ou d'organisation pour que la Palestine soit reconnue. On constate qu'on est en 2018, on va arriver en 2018. Est-ce que la situation est pas justement le moment, Nasser, pardon de te couper, est-ce que c'est pas le moment, au travers de cette annonce de Donald Trump, de cette provocation, peut-on l'appeler d'ailleurs, à ce que le monde musulman puisse s'unifier pour le coup? Est-ce que c'est pas, il faut pas y voir peut-être une chose positive dans... C'est triste à dire, mais le constat est là. Quand je dis le constat est là, c'est qu'aujourd'hui on a vu que quand Donald Trump a annoncé que pour lui Jérusalem était la capitale d'Israël, on n'a pas beaucoup vu de présidents des pays arabes se révolter par rapport à cette situation, si ce n'est que des paroles. Mais et je pense que c'est surtout le peuple qui peut faire changer les choses, que ça soit le peuple turc ou les peuples arabes qui feront, on va dire, la différence sur ces questions-là. Les peuples peuvent faire pression auprès de leurs dirigeants aussi. J'espère, tout simplement. Et c'est peut-être un peu ce qui se passe d'ailleurs pour la Turquie, le peuple turc qui est descendu en nombre, donc dans les rues pour dénoncer cette décision. Tiens, je tiens à préciser en aparté que dans un premier temps, l'Algérie avait donc à Alger en tout cas pas permis donc de manifester. Eh bien, ça sera réparé puisque samedi prochain, les Algériens pourront descendre dans les rues d'Alger pour aller manifester leur soutien à la Palestine et pour dénoncer, bien entendu, cette décision du président américain Donald Trump. Alors, par rapport à la question du jour que l'on se pose, que l'on vous pose aujourd'hui, au travers du soutien quand même, on peut pas le nier, de Erdogan à la Palestine, au travers de différentes actions, est-ce qu'il vous paraît sincère, vous, d'abord avant de vous donner le résultat, est-ce que Nadir, la volonté d'Erdogan, la possibilité en tout cas d'agir, peut-être de devenir aussi un des leaders de la contestation et de prendre peut-être un élan, j'allais dire, pour engager peut-être une certaine solidarité, une certaine parole forte. Est-ce qu'il te paraît sincère, Erdogan, ou c'est calculé, c'est par intérêt? C'est peut-être calculé, mais moi je pense qu'il a l'air assez sincère. Je rappellerai que la Turquie est un pays autonome, ils ont besoin de personne, ils s'autosuffisent, il n'y a pas de chômage, c'est un pays qui est militairement, qui a tout ce qu'il faut. Donc s'ils sont capables de créer un rapport de force avec Israël, c'est que ils ont cette capacité. Donc je pense qu'Erdogan est une personne assez sincère. J'ai vu pas mal de vidéos où il allait au contact de
du peuple dans différentes occasions, dans des mosquées, à des mariages, à des rendez-vous surprises où il était assez présent, très proche des gens. Donc je pense que c'est une cause qui le touche personnellement. Et moi je pense qu'il est vraiment sincère. Après s'il y a de la politique, c'est tout à fait normal, mais sur sa démarche, je pense qu'elle est vraiment sincère parce qu'il est concerné depuis très longtemps et puis il l'a démontré au niveau international. Nasser, sincère ou pas, Erdogan? Oui, moi je pense réellement qu'il est sincère et c'est pas la première fois qu'il fait son coup de gueule là-dessus sur la cause palestinienne. D'ailleurs, on l'a vu à plusieurs reprises intervenir pour défendre la Palestine et Gaza en particulier. Et j'espère tout simplement que les pays arabes vont suivre aussi, on va dire son coup de gueule, quoi. Parce que après, effectivement, il y a le coup de gueule, mais il y a aussi les mots forts quand même. Hein. Oui, il y a un état terroriste, tueur d'enfants. Oui, ça c'est clair. C'est clair que ce matin, il a été des mots qu'il avait prononcés déjà dimanche dernier. Hein. Et percutant. La semaine dernière avec le fameux terme ligne rouge que Mahmoud Abbas a repris, je crois hier ou aujourd'hui. Moi, ce qui me fait peur pour lui, c'est qu'il va falloir faire attention au niveau interne, parce que quand un pays comme ça se positionne par rapport à Israël, faut s'attendre à des représailles et notamment éventuellement un coup d'État, comme ça a été le cas. Oui. Je pense qu'ils ont la différence entre, je veux dire, par rapport à Erdogan, il a une chance aujourd'hui, c'est qu'il a le peuple qui le soutient. Ouais. Quand ils ont essayé de lui faire un coup d'État, c'est tout le peuple turc qui est descendu dans la rue pour réclamer bien évidemment son retour. Alors sur les réseaux sociaux, eh bien écoutez, vous êtes en grande majorité à penser qu'il est sincère, puisque vous êtes 75% à penser qu'il l'est, en tout cas sur Facebook, 69% sur Twitter. Vous répondez et continuez de répondre à cette question aujourd'hui sur la sincérité de Erdogan sur Twitter LGF officiel, sur Facebook France Maghreb 2. Un petit tour du côté du standard au 01 40 33 9000. Je crois que c'est Joseph qui est avec nous. Bonjour Joseph. Oui, sur Facebook France Maghreb. Joseph. Oui, bonsoir. Oui. Bonsoir. Bonsoir Christophe, bonsoir ton invité. Bonsoir. Bonsoir. Allô, oui. Oui, on vous écoute Joseph, allez-y. Voilà, pour Erdogan, il n'est pas sincère pour une seule raison. Il n'a pas coupé la relation avec Israël jusqu'à maintenant. Exact. L'ambassadeur de la Turquie, il est en Israël. Et l'ambassadeur d'Israël, il est en Turquie. Il n'a pas coupé. C'est des blablabla. C'est tout. Pas plus, pas moins. Très bien, merci. C'est vrai qu'il n'a pas coupé les relations pour l'heure. Alors peut-être qu'il va le faire à l'issue de ce sommet, puisqu'il avait promis en tout cas des annonces fortes. Donc pour aujourd'hui, on les attend. Non, mais il n'a pas coupé, mais ça n'empêche pas de dire ce qu'il pense. Il n'y a aucun pays arabe qui a tenu ce genre de propos. Donc déjà, c'est la première chose. Deuxièmement, le fait de ne pas avoir renvoyé l'ambassade ou fermé l'ambassade, c'est pas le problème, hein, parce que ça l'empêche pas de dire ce qu'il veut. Bien au contraire, il y a beaucoup de pays arabes qui n'ont pas non plus fermé leur ambassade ou qui reconnaissent toujours Israël et qui n'ont jamais tenu ce genre de propos. Oui. Oui. Nasser? Oui, mais je rejoins ce qui vient de dire Nadir. Bon, après, voilà, effectivement. Après, il peut être critiquable aussi sur la politique, on va dire des relations qu'il peut avoir avec Israël. Mais bon, je pense que déjà dans son discours, je trouve qu'il a été bon, il a été fort. Ouais. Et j'aurais aimé que ça soit un président d'un pays arabe qui le dise haut et fort. Mais malheureusement, c'est pas le cas. On a le docteur qui est avec nous, 01 40 33 9000. Alors docteur, bonjour. Est-ce que Erdogan est sincère selon vous? Non, du tout. Donc là, j'interpelle malheureusement vos deux éminents collègues là qui parlent. Oui, Nadir Kaya et Nasser Lajili. Nadir et Monsieur Nasser. Voilà. Donc merci. Voilà. Donc en un mot, c'est sans aller loin. Ça, il faut revenir à l'histoire. Je vous ai dit hier en 2 minutes, le problème. C'est une lutte de libération nationale. Ce qui se passe en Palestine depuis 100 ans, depuis un siècle. Donc, ni les Arabes, malheureusement, ni les musulmans, faut pas aller vers un problème religieux entre des chrétiens, des musulmans, et des juifs. Non. Quand il y avait le tiers-monde, ça s'appelle le mouvement de non-alignés. Bon, il y a ça 40 ans, puis c'est terminé. Il y avait Tito de l'ex-Yougoslavie, donc à l'intérieur Nehru, l'hindou, et il y avait Gamal Abdel Nasser. Bon, malgré après, mais au moins on a considéré c'est une lutte nationale. Il faut pas aller vers un problème, je sais pas ce qui se passe. Et puis la Turquie, en un mot, vu la question concerne la Turquie, c'est le troisième pays en 48 qui a reconnu l'État d'Israël. Il faut pas aller loin. C'est des combinaisons, c'est des combines. Et je termine
s'ils veulent même que... Là, récemment, il y a Alouane, c'est un grand journaliste, 60 d'années, qui travaillait à Al-Hayat, à Londres. Il a été licencié. Maintenant, il parle ouvertement. Il a dit du jamais vu. Il parlait à France 24 en arabe, du jamais vu de l'histoire de la libération, surtout de l'Algérie, même de la Tunisie, à ce que la police, enfin l'État, l'ALN ou le FLN, il parlait aux Algériens, qui protégeaient l'occupation. Aujourd'hui, si vous regardez les manifestations à Ramallah, c'est-à-dire la soi-disant capitale de l'actuelle Palestine, enfin, qui est complètement... Et il y a l'armée israélienne qui est rentrée, ils sont retirés, la police. Donc, ils travaillent au solde actuellement. Ça, il y a la réaction palestinienne. Donc, en un mot, il faut qu'il y ait un mouvement national de libération palestinienne. Ne pas aller compter sur des Turcs, sur les Arabes, sur ceci. Actuellement, si vous regardez France 24 en arabe, il y a juste un très bon programme, Sahaf al-Arabiyya wal-Quds wa Qarar America, c'est-à-dire en un mot. Là, ils sont en train de passer à France 24 en arabe un débat entre des journalistes. Il n'y a pas plus bas que déjà la presse arabe, d'après les gens qui interviennent là, si vous regardez, donc vous perdez le temps, alors que la Malaisie, c'est un peu mieux, ou l'Indonésie, ou je sais pas qui, en Afrique. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas payés. Voilà, c'est tout. Merci docteur. Donc pour vous, en tout cas, Erdogan n'est pas sincère. Voilà, vous avez tenté de nous expliquer en faisant un peu d'histoire pour le coup. Mais alors c'est vrai, est-ce que l'histoire ne peut pas se répéter finalement, ce qui s'est fait en 88 à Alger? Yasser Arafat qui avait proclamé l'État palestinien. Est-ce que c'est pas possible aujourd'hui que les Palestiniens se prennent, décident que demain, voilà, on crée cet État? Mettant un petit peu le monde devant le fait accompli finalement. Mais le problème, messieurs, vous n'êtes pas le seul savoir qu'il y a des problèmes au sein de cette réconciliation palestinienne qui continue de persister. Et pas plus tard d'ailleurs que ces derniers jours, le Hamas et l'autorité palestinienne qui ne s'entendent pas, notamment sur les fonctionnaires que le Hamas souhaite que l'autorité palestinienne prenne en charge à Gaza. Or, c'est pas le cas. Les fonctionnaires sont toujours payés par le Hamas alors qu'ils devraient normalement être payés par l'autorité palestinienne. Pas bref, la réconciliation qui a été entamée est un petit peu en panne, j'ai envie de dire. Donc ça a tendance un petit peu à compliquer les affaires des Palestiniens, du peuple palestinien pour le coup, messieurs. Ouais, mais moi je pense que c'est plus compliqué que ça. Hein. De toute façon, pendant l'occupation, il y a toujours eu des courants divergents. On l'a vu aussi avec l'Algérie. Avec le FLN et les autres mouvements. Donc les Palestiniens sont dans cette même lignée, c'est-à-dire qu'il y a des groupuscules différents, chacun a sa pensée. C'est sûr qu'on aspire à ce qu'il y ait une vraie unité pour faire face à l'occupant, mais après il y a le problème qui est international, les soutiens d'Israël. Faut pas oublier qu'en face on a une superpuissance qui est armée régulièrement par tous ces pays qui nous parlent de paix. Je rappelle que la France, l'Allemagne, l'Angleterre, les États-Unis fournissent régulièrement de l'armement lourd, léger, stratégique à Israël. Donc ils viennent nous parler de paix. Donc voilà, que les Palestiniens s'unissent, je pense que tout le monde le souhaite, mais c'est plus compliqué que ça, parce qu'il y a des ingérences en permanence. Donc Israël est soutenu par tout le monde. Donc ça va être très difficile de trouver une unité, mais bon, la solution, s'il y a une solution, elle pourra venir que du peuple palestinien, bien sûr, éventuellement avec un soutien des pays arabes. Mais il faut avant tout une unité palestinienne pour pouvoir faire face à l'occupant et à tout leur soutien. Nasser ? Mais oui, mais après moi je considère que la situation elle est tellement difficile, tellement compliquée et on voit que la Palestine est complètement divisée entre le Hamas et le Fatah. Oui. On a, je l'ai dit la semaine dernière, Mahmoud Abbas qui est élu illégitimement, je veux dire, depuis 2009. Éligible. Je veux dire, il est pas du tout légitime pour être le président de la Palestine actuellement, parce qu'il n'y a pas eu d'élection depuis. Bien sûr. Donc voilà, il y a toute une réorganisation à faire au sein, je veux dire, avec le peuple palestinien, et Gaza est complètement isolé par rapport à la Cisjordanie, et c'est très compliqué. Et puis tu connais bien la situation. T'es parti bien sûr, je suis parti 3 fois en Palestine, et effectivement la situation est plus que dramatique. Donc voilà.
Oui, puis il faut aussi dire, on a le droit de le dire, que l'autorité palestinienne a aussi, il y a beaucoup de corruption au sein même de cette autorité. Il y a beaucoup d'argent qui ont été détournés. Ça, voilà. Ouais, mais ça arrange. Moi, j'aime bien parce qu'on le dit souvent, mais même dans les pays développés qui sont pas en guerre comme la France, il y a de la corruption. Alors qu'il y a de la corruption là-bas, il y a rien d'extraordinaire. Est-ce que le fait qu'il y ait de la corruption là-bas, il faut pas le dire? Si, il faut le dire. Il faut le dire. Mais il faut rappeler qu'il y en a partout, même dans les pays développés, des pays qui ne sont pas en guerre. Il faut le dire, et c'est le peuple qui souffre aujourd'hui. C'est ça. Voilà. Mais c'est toujours le peuple, globalement. C'est le peuple qui souffre. Ouais. Bon, alors dans un instant, messieurs dames, nous allons partir du côté de la France qui se lève tôt. Je sais que vous allez vous reconnaître, vous qui nous écoutez derrière la radio, vous qui peut-être vous levez très tôt le matin. Je pense à tous ceux qui, par exemple, livrent, qui vont faire les ménages, qui prennent le métro très tôt, qui utilisent leur voiture pour aller travailler dès 5 heures du matin. Oui, vous êtes au taquet, en pleine forme, et parfois d'ailleurs, il y en a, j'en connais, qui ont 2 travails, un l'après-midi aussi, pour subvenir à leurs besoins, pour faire grandir leurs enfants, pour leur offrir le minimum, de quoi en tout cas se nourrir et les habiller. Oui, et c'est cette France que Nadir Kaya souhaite rendre hommage aujourd'hui au travers de son avis tranché à découvrir dans un instant. Nos invités aussi qui arrivent, j'espère en tout cas. C'est bien. Méziane Azaïch, le directeur du Cabaret Sauvage, qui sera avec nous dans un instant, ainsi que Annie Papin, qui est une comédienne mais aussi chanteuse, à suivre dans un instant. Soyez donc à l'écoute sur France Maghreb 2. C'est là, c'est l'authenticité. C'est l'émission Le LGF. Ne cherchez pas ailleurs et méfiez-vous des imitations. L'original, il est ici. Et sans nul doute, il y aura de l'ambiance au Cabaret Sauvage ce samedi 16 décembre, puisqu'on va y fêter en plus les 20 ans de ce magnifique endroit. Et pour en parler, Nadir, Nasser, auditrice, auditeur, j'ai le plaisir d'accueillir notre ami, parce que c'est un ami évidemment en dehors de la radio, Méziane Azaïch, le directeur, celui qui a tout fait dans ce cabaret. Comment ça va, Méziane? Bonjour. Bonjour. Tout fait, il y a tellement de choses à faire et à refaire que non, faut que tu vas expliquer. Il y a encore du travail. Tu vas expliquer d'ailleurs dans un instant, parce que ça sera ma question. C'est vrai que je te l'ai posé 100 fois, mais j'aime quand tu nous réexpliques un petit peu comment t'as conçu cet endroit magnifique en plein cœur du parc de la Villette. Mais on va aussi saluer quand même Annie Papin. Bonjour Annie. Bonjour. Alors vous êtes la patronne du bar dans le Barbès Café. Je suis Lucette, la patronne du bar. Lucette à qui on se confie, qui tous les immigrés venus dans votre bar se confient, partagent les moments difficiles. Voilà, je suis la psychologue du bar. Du bar, comme tous les barmen d'ailleurs. Il faut savoir que Lucette, moi je l'ai connue il y a 30 ans dans un bar. Ah oui. Et forcément. Et dans mon bar, et qui s'appelait le Baladin, rue des Pyrénées, et qu'on se baladait, et c'était un lieu déjà magnifique. Le cabaret, tu trouvais très beau, mais pour moi, le cabaret existe parce qu'il y avait le Baladin, parce que c'est un lieu magique et extraordinaire, et j'ai appris ma vie. J'ai appris à vivre dans ce lieu. Et toi, t'es témoin, tu le connaissais. Ah ben, je connais bien. Alors, Nasser, Nadir, est-ce que vous connaissez le Cabaret Sauvage, tous les deux? Moi, à travers Banlieue Plus, on le connaît un petit peu. Il y a beaucoup de personnes de l'association qui sont parties à différentes soirées. Moi, j'ai pas eu encore l'occasion d'y aller. Faut y aller. Recevoir une invitation. Ouais, faut y aller, mon ami. Appel. Autrement, j'ai vu des vidéos sur différentes soirées. C'est vrai que c'est un lieu assez chaleureux, avec beaucoup d'artistes, une ambiance particulière. Donc, j'invite tout le monde à y aller le plus tôt possible. Et en attendant d'y aller moi prochainement, j'invite tout le monde à y aller. Nasser? Non, je connais pas, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Mais j'espère venir vous voir avec grand plaisir. Alors, Méziane, il faut que tu expliques aux auditeurs qui nous rejoignent. Alors déjà, j'explique à mes voisins, malheureusement que je peux pas les inviter pour le 16, parce que le Cabaret Sauvage, c'est un lieu avec des murs, et ces murs, on peut pas les pousser. Quand c'est complet, c'est complet. Ah, c'est complet. Et c'est complet depuis déjà pas mal de temps. Et là, je reçois des coups de fil. Au moins, aujourd'hui, j'ai reçu plus de 100 coups de fil pour les gens qui veulent acheter leur place ou les invités. Par contre, c'est pas fini. Le cabaret continue. Je vous invite, il y a une très très belle soirée qui se passe le 20.
janvier, avec des femmes d'Algérie, avec 3 belles femmes. Janvier. Pour le 20 janvier, vous êtes mes invités, vous pouvez le noter. Et il y aura Hassan El-Bcharia, il y aura Souad Massi, il y aura Sami Adiar, et ça va être une fête extraordinaire. Souad Massi d'ailleurs qui a commencé sa carrière française au Cabaret Sauvage. Et exactement, la première fois qu'il est venu en France, on l'a fait venir en 99 dans le cadre des femmes d'Algérie, et comme les 20 ans, on a fait 20 concerts, et pour les femmes d'Algérie, on n'a pas trouvé une date, et je me suis dit, on va commencer l'année avec les femmes d'Algérie. Ça sera le premier spectacle qui sera produit au cabaret après les 20 ans. Très bien. Donc les 20 ans déjà. 20 ans déjà. 20 ans. Le 16 décembre, ça va être 20 ans. 20 ans. Rappelle-nous un petit peu comment tu as décidé de te lancer dans cette aventure, parce que c'était une véritable aventure. Ouais. Il a fallu quand même que tu uses de tes relations et que tu uses aussi de ton talent de convaincre des gens de te suivre derrière, de te faire confiance, parce que un endroit aussi mythique qu'est aujourd'hui le Cabaret Sauvage en plein cœur du parc de la Villette, à l'époque, c'était loin d'être garanti quand même. Ouais, jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours pas garanti. Alors quand même. On est toujours sur le fil, parce qu'on parlait tout à l'heure, le monsieur parlait des gens qui se lèvent tôt, des gens qui se lèvent de bonne heure. En parlant de l'immigration, on reste toujours 40 ans que je suis en France et je reste toujours immigré, et pourtant j'ai vécu 2 fois plus que j'ai vécu dans mon propre pays. Et du coup, le temps qu'on parle de l'immigration, on restera toujours immigré, même quand on est installé. On est toujours en danger. Il faut toujours rester très éveillé pour faire beaucoup plus que les autres, pour gagner notre place. Et malheureusement, c'est comme ça. Mais moi, je dirais ça me va, parce que ça me donne du courage, parce que en même temps, les gens par moment qui parlent d'une manière par rapport aux étrangers, d'une manière méprisante, au fait, ils se méprisent eux-mêmes, parce que nous, après tout, c'est eux qui sont malades. Nous, on n'est pas malade. Moi, à l'origine, quand je me lève le matin, je me pose pas la question si je suis arabe ou français ou kabyle ou quoi que ce soit. Je me lève, je suis tranquille, et je sors dans la rue, je suis tranquille. Et quand je passe devant eux, c'est eux qui sont dérangés. Moi, je ne me dérange pas. À l'origine, j'aime tout le monde. Il faut qu'on me donne une raison pour ne pas aimer. Et à partir de là, je me dis, c'est eux qui sont malades. Moi, je suis bien. Alors ce cabaret là, comment ça t'est venu cette idée d'en faire un endroit mythique aujourd'hui en plein cœur du parc de la Villette? Raconte-nous un peu cette histoire. Vous êtes propriétaire des murs Ouais. Il n'y a pas de mur. C'est pas du béton. Hein. Je suis propriétaire des planches. Ouais, c'est du bois, c'est du bois, c'est du bois, c'est du bois. Au fait, moi j'ai construit un lieu, justement. Vous parlez indirectement du Fonds national. Si un jour il arrive au pouvoir, je peux prendre mes planches et je peux me sauver. Voilà, vous pouvez l'embarquer. Vous pouvez l'embarquer. Je peux le prendre. Ouais. Au fait, ce lieu, c'est un lieu démontable, qu'en 20 ans, on ne l'a jamais démonté, sauf par la tempête en 99. Ah oui. Mais vous avez dû le démonter en 99. Ouais, voilà. Mais en dehors de ça, ça va. On est tranquille. On a réussi à se faire une place dans un lieu magnifique, qui est le parc de la Villette. Oui. Et en même temps, on a eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance, parce que c'est vrai que c'est le seul lieu qui appartient à quelqu'un. Tout le reste, il appartient à l'État. Et nous, on a une concession pour mettre ce lieu. Et comme on défend une culture générale, ça veut dire que c'est pas une culture, c'est pas un ghetto dans lequel on fait que de la musique d'Afrique du Nord. Non, c'est très mélangé. C'est un lieu qui est ouvert sur le monde. Il y a de la salsa, il y a
Il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui se passent et du coup, on devient un lieu parisien. Et on partage avec tous les Parisiens ce lieu. Et par contre, moi, je viens d'Algérie et du coup, c'est un pont aussi avec cette culture. Et je tiens vraiment à rendre hommage à des gens qui ont travaillé pour ne passer des messages et de nous donner l'envie de créer des choses. C'est vieux monsieur, c'est les Chibani comme vous l'avez appelé tout à l'heure. Et il y a aussi l'énergie de la jeunesse aujourd'hui, parce que il faut savoir d'où on vient, mais il faut savoir où on veut y aller. Et moi, j'ai envie d'accompagner ces jeunes à chaque fois qu'ils tapent à ma porte, de leur ouvrir la porte pour voir qu'est-ce qu'ils proposent et d'essayer d'être à la hauteur dans l'écoute et dans la proposition artistique. Oui. Et c'est de là que c'est né aussi Barbès Café. Oui, notamment. Alors, messieurs, vous savez que Méziane, c'est quelqu'un de très méticuleux et qui a aussi cette générosité d'ouvrir aussi son cabaret parfois d'ailleurs à perte, mais pour des associations, pour des trucs auxquels il croit. Ça marche comme ça chez Méziane, c'est à l'instant finalement. Il y avait le Banania Award, si je me souviens bien, à une époque, non? Qui? Banania Award avec Roca Diallo, remise de prix. Ouais, j'en sais rien, mais ça ne l'a pas marqué. Ça ne l'a pas marqué, mais il y a tellement d'événements. En général, il remettait un prix à un homme politique ou un people qui avait tenu des propos un peu stigmatisants. C'était sympa. Ils ont arrêté là. Ouais. Ils ont arrêté depuis l'année dernière, mais ils ont fait 3 ou 4 ans chez nous. Ouais. On avait des membres de l'association qui participaient. Mais c'est le seul prix que les gens ils venaient pas chercher. Oui, forcément. Non, mais il faut assumer quand même. Alors, justement, on va parler de ce spectacle Barbès Café parce que moi qui l'ai vu une multitude de fois, et je m'en lasse pas d'ailleurs. C'est toi qui l'as conçu, Méziane, ce spectacle Barbès Café. Ouais, c'est moi qui l'ai conçu. Pourquoi avoir conçu un spectacle et à qui s'adresse-t-il? Et quand tu as écrit et conçu ce spectacle, à qui tu as pensé? J'ai pensé la première personne à qui j'ai pensé, c'était à mon père, en fait. À partir de mon père, j'ai pris comme un fil rouge comme ça et j'ai dit on y va. Et on y va parce que la première chose que j'ai pensé, c'est que toi tu connais bien le spectacle Barbès Café. Oui. J'ai pensé à la lettre de Barbès Café. Tu vois. J'ai reçu, moi j'étais en Algérie, j'ai reçu les lettres de mon père qui habitait à Levallois-Perret. 47 rue Pierre Brossolette, et je croyais 47 Pierre Brossolette, je croyais que c'était une ville, parce que tout mon village, je lisais au moins 10 lettres par semaine qui venaient de 47 Pierre Brossolette, et je croyais que tout le monde habitait là et tout ça. Je croyais que c'était un village ou une ville. Au fait, c'était un hôtel. C'était un hôtel et toute ma région est donnée rendez-vous là, et du coup tous leurs courriers ils vont le chercher là, quoi. Et le démarrage de Barbès Café, il est parti de là, au fait. J'ai pensé beaucoup à mon père qui était décédé. J'ai pensé à toutes les musiques qu'il m'avait fait écouter. Ça revenait toujours Slimane Azem, l'Hasnaoui, l'exil, le côté Rimiti. Voilà. Et du coup, je dis pour rendre hommage à ces artistes, il suffit pas uniquement de chanter leurs chansons. Pour raconter leur histoire. Je voulais raconter leur histoire et raconter l'histoire dans laquelle ils étaient écrites, ces chansons. Et du coup, ça m'a ramené à travailler avec une femme extraordinaire qui connaît l'histoire de la chanson, parce que une historienne qui a fait beaucoup d'études, beaucoup de recherches là-dessus. Et du coup, on a travaillé
sur les moments forts de l'immigration. On a pris des moments très forts comme la guerre d'Algérie, le 19 octobre 61, et etc. Et on a construit l'indépendance algérienne. La dépendance. On a construit le spectacle comme ça, et je me suis dit, il n'y a pas un endroit où mieux pour que ça se passe que dans un café. Parce que c'était le café, à cette époque-là, c'était leur lieu de rassemblement, de retrouvailles, de lien finalement avec leurs racines, le café. C'était leur salon, c'était leur banque, c'était tout pour eux, quoi. Leur poste, hein. La poste. et aussi, eh bien, il y avait, à l'image de Lucette, dans ce spectacle, Lucette qui écoutait un petit peu, qui partageait en même temps les joies et les peines de ceux qui venaient prendre un petit moment dans le café. Alors, Lucette, dans ce café-là, qu'est-ce qui se passait? Il jouait au domino, il buvait des cafés, il parlait, qu'est-ce qui se passait? Écoutez, l'histoire, enfin moi je dis que le choix de Méziane d'avoir pris une actrice française pour jouer le rôle, c'est formidable, parce que... Et vous le jouez d'ailleurs formidablement bien, si je peux me permettre. Ça raconte aussi le mélange, parce que moi j'ai connu beaucoup de cafés dans mon quartier, dans le 14e ou dans le 20e, où la patronne est française et le mari, enfin mari ou pas marié, ils vivent ensemble, et est algérien. Il y a beaucoup, beaucoup de bistrots comme ça. Non, mais c'était aussi une stratégie pour nous. Pour avoir beaucoup de clients, parce que une femme derrière le bar, ça ramène le côté féminin, le côté tranquille, et il y a aussi la stratégie cette stratégie-là, mais il n'y a pas que celle-là. Il y a des histoires d'amour. Il y a des histoires d'amour, il y a des histoires aussi que la femme, des fois, elle fait vraiment la poste. Les courriers et tout ça. Alors les courriers, ça me rappelle moi une... En fait, c'est une histoire d'amour entre une jeune femme qui vient de la campagne et qui s'est installée à Paris, et puis qui tombe amoureuse d'un Algérien, et qui vient lui aussi de la campagne. Qui vient aussi de la campagne, et ils ouvrent un café ensemble. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'exemples dans ce domaine. Mais c'est vrai que la poste, c'est très important, parce que alors c'est vrai, pardonne-moi Méziane, mais je confonds entre Barbès Café et le dernier spectacle aussi qui a fait un grand succès, que tu as écrit aussi, qui s'appelle d'ailleurs c'était un hommage à des cabarets orientaux. Voilà, c'est ça. Le cabaret Tam Tam. Le cabaret Tam Tam. Alors, est-ce que c'est dans Barbès Café qu'à un moment, effectivement, il y a la lettre qu'on voit. Oui. Voilà. D'accord. Non, parce que je voulais être sûr, parce que j'ai tellement vu les deux spectacles tellement de fois que j'en fais maintenant. Bon. Alors, il y a un moment, il faut le voir, mais faut pas que je le raconte, parce que il faut le voir. Donc c'est un échange de courrier entre le papa et le fiston qui se trouve en France, et puis qui raconte un petit peu tout ce qui se passe au bled, etc. Là aussi, Lucette, elle a son rôle, parce que parfois il y a des gens qui reçoivent des courriers dans ce bar et qui peuvent un petit peu être choqués, ou qui peuvent être un petit peu inquiets de ce qu'ils peuvent avoir comme nouvelles. Alors donc Lucette, elle est là aussi pour réconforter un peu tout ce beau monde, hein, c'est ça Lucette? Lucette, elle distribue le courrier, et puis elle reçoit l'écrivain public, parce qu'il y a un écrivain qui... Bon, il y a beaucoup qui écrivent les lettres à la famille, etc. Lucette, elle est la confidente. La confidente, c'est le bon lien. Le lien entre tout le monde lui raconte, les clients lui racontent leur journée, leurs histoires, etc. Bon. Est-ce qu'on peut parler un mot des musiciens, parce que Méziane, toi, tu as aussi cette grosse qualité, c'est que tu es quelqu'un d'extrêmement fidèle. Je peux parler des musiciens, mais je vais revenir sur Lucette avant. Lucette, c'est vrai que moi j'ai choisi de travailler avec Lucette, et ça faisait des années qu'on ne s'est pas vu, parce que je l'ai rencontrée dans un bistrot, et parce que c'est une femme qui aime les bistrots, et parce que c'est une femme qui aime le défi, et je l'ai toujours
connu dans ces petits bistrots à donner de la joie aux gens. Et, avec un ami qui nous a quittés, et qui c'était à l'ancienne avec l'instrument, comment on appelle ça, ouais, et qui est extraordinaire. Et Lucette, c'est une chanteuse hors du Annie, c'est une chanteuse hors du commun. Et quand j'ai choisi Annie pour faire le rôle de Lucette, pour moi c'était vraiment important d'avoir une Française qui a un regard sur l'immigration et quel partage qu'ils peuvent avoir. Et c'était, pour moi, c'est une clé de la réussite du spectacle. Moi, du spectacle. Je voudrais poser une question, si oui, ça te dérange pas. Vas-y, je t'en prie, Nadir. Je suis un peu fasciné parce que je pense que c'est un milieu que je connais pas du tout. Donc, je connais à travers les cafés, tout ça, parce que bon, moi aussi, je suis algérien, kabyle. J'ai des oncles qui ont eu des cafés du côté de Clichy dans les années 30, 40, déjà. Il y a très très longtemps. Mais quand je vous entends, je voudrais savoir par rapport aux grands médias, est-ce que vous avez cette visibilité que vous avez là aujourd'hui avec les radios dites communautaires? Ouais. Vous avez sur cette visibilité? Sur ce spectacle-là, on a tout eu. On a eu Le Monde, on a eu les télés, non, mais il faut dire, au fait, on a touché quelque chose. C'est le premier spectacle de genre sur le sujet, quoi. Oui, il a une bonne presse, c'est vrai. Il a une bonne presse. Ouais. C'est un spectacle qui a joué 100 fois quand même. Hein. C'est pas. Il s'est exporté. Hein. Il a été aussi en Algérie, je crois. On est de retour très vite juste après la pub, messieurs, avec Méziane Zaïch, le directeur du Cabaret Sauvage, qui fête ses 20 ans. Et bon anniversaire, monsieur Zaïch. Et Annie Papin, donc qui est la comédienne et chanteuse, une des comédiennes et chanteuses de ce spectacle, parce qu'il y a aussi Samira Bramia qui chante dans ce spectacle formidablement bien. Quelle voix, Samira. Elle est époustouflante, Samira. En tout cas, Annie Papin qui est avec nous aujourd'hui, chanteuse et comédienne, patronne de ce bar Barbès Café Lucette, puisqu'elle joue ce rôle. On est de retour dans un instant avec Nasser Lajili et Nadir Kaya en direct sur France Maghreb 2. LGF, le grand forum. Je vous rappelle la question du jour aujourd'hui par rapport à Erdogan, donc et par rapport à son soutien à la Palestine et ses différentes actions qu'il entreprend, et notamment donc, ce sommet qu'il organise aujourd'hui en Turquie, chez lui d'ailleurs. Est-ce que il vous paraît sincère, Erdogan? Pour l'instant, vous êtes en grande majorité à penser que oui. Beaucoup d'espoirs donc sont fondés concernant Erdogan sur Twitter pour répondre à la question du jour, LGF officiel, ainsi que sur la page Facebook France Maghreb 2. Nasser Lajili et Nadir Kaya qui sont là avec nous et accompagné de nos deux invités, Méziane Zaïch qui est le directeur du Cabaret Sauvage, bel endroit en plein cœur du parc de la Villette à Paris dans le 19e, qui fête d'ailleurs ses 20 ans et pour l'occasion, j'ai envie de dire, le gros spectacle, il n'y en a pas eu qu'un, mais en tout cas c'est peut-être celui-ci qui tient plus à cœur, peut-être Méziane, Barbès Café qui va être joué, vous l'avez compris, c'est complet, ce samedi au Cabaret Sauvage. Et il y aura un autre événement par rapport aux femmes d'Algérie, ça sera le 20 janvier 2018, donc pour bien commencer l'année, à noter cette date parce que évidemment vous êtes tous conviés à venir. Alors on va revenir sur ce spectacle Barbès Café qui a donc d'après une question de Nadir a bonne presse, a eu bonne presse, ça il faut le dire. Il y a eu un bel écho dans la presse écrite, à la radio, à la télé. C'est un spectacle qui a vraiment trouvé son public et je le disais d'ailleurs en antenne à Annie que dans le public il y avait aussi un public très mélangé. Il y avait des Français de pure souche, j'ai envie de dire, si ça existe encore, mais il y avait aussi des Algériens, des Tunisiens, des Marocains. Il y avait vraiment de tout dans ce public. Et en fait, finalement, c'est une histoire que vous avez réussi à transmettre auprès d'un large public. Méziane, ça, c'est déjà un pari bien rempli. Ouais, c'est un spectacle parisien en fait, et puis c'est un spectacle qui parle. C'est notre histoire en fait, c'est l'histoire de France. C'est des chansons qui sont créées en France, qui étaient jouées en France, qui ont trouvé leur place en France avant d'y aller en Algérie par exemple. Et c'est pour ça que d'avoir une Lucette avec nous, c'est très 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 important. Et il y a aussi
toute l'histoire qu'on partage aussi avec les Français, parce que on parle de la guerre d'Algérie, mais on parle aussi des Français qui étaient engagés aux côtés des Algériens pour demander l'indépendance. Et en même temps, on parle de notre histoire, on met tout sur la table, sans haine, sans règlement de compte, et on danse ensemble, on rit ensemble, et ça c'est vachement important, et c'est bien d'en parler, parce que si on n'en parle pas, on peut pas passer à autre chose. Est-ce qu'on peut parler un peu de l'équipe qui compose ce spectacle? C'est quand même pas mal d'artistes que tu as réussi à réunir pour le bon déroulement de ce spectacle. Il y a effectivement Annie dans le rôle de Lucette, qui est la patronne, qui est on va dire un des rôles principaux dans ce spectacle. On peut parler aussi de Samira Bramia, qui a une voix exceptionnelle. On peut parler aussi de Nasserdine Dalil, qui est un chef d'orchestre extraordinaire. Ils sont tous importants. Ils ont tous du talent dans leur domaine, quoi. Hein, ouais, ils sont tous importants. Et ils sont tous avec toi tous avec toi depuis de nombreuses années en plus. Oui, les musiciens, ils sont là depuis très 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 longtemps. On travaille ensemble depuis maintenant même plus que 15 ans. Lucette, il est là depuis le début du spectacle, il a pas raté un seul. Et puis Salah Gawa, qui est à l'étranger, qui est au Niger, et pour une date, il va se déplacer du Niger jusqu'ici. Ouais. Pour dire à quel point que l'équipe il est soudée, c'est plus une équipe, c'est une famille. C'est une famille, c'est vrai. Une famille, et c'est des gens qui veulent défendre un spectacle, et c'est plus le spectacle à Méziane, comme tu le dis, c'est notre spectacle, parce qu'aujourd'hui on a formé tellement une famille que c'est notre c'est comme un enfant, c'est notre bébé, et du coup j'ai décidé d'y aller plus loin. On a créé un livre, et je peux te dire, j'ai même pas demandé l'autorisation entre les mains à tout le monde, et quand ils l'ont découvert, ils étaient très touché, parce que finalement cette histoire il va continuer à exister même si on arrête le spectacle, et on n'est pas prêt de l'arrêter, parce qu'à chaque fois qu'on revient jouer c'est complet, et partout où ça joue c'est complet, et on m'a demandé pas mal de dates déjà qui sont en train de se construire. Ouais. Annie, est-ce que tu peux nous confirmer, parce que paraît-il, moi je l'ai pas vu à l'œuvre, mais Méziane comme ça il paraît extrêmement sympathique, etc., très cool, mais alors il paraît que dans le travail c'est quelqu'un d'extrêmement, mais alors très exigeant. C'est vrai, Annie? Comme tout le monde, tout le monde. Non, on m'a dit quand même que Méziane il était pointilleux et qu'il regardait vraiment le moindre détail. Ouais. Oh bah oui, mais ça me semble normal quand même. Il est professionnel. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Alors justement, est-ce que vous ressentez... Elle veut pas d'histoire, Lucette, elle veut pas se mouiller. Annie, est-ce que vous ressentez un petit peu cette ambiance que Méziane décrit? Est-ce que à chaque fois que vous vous retrouvez, c'est une famille? J'adore. Non, moi j'adore. Moi je me sens très très bien dans ce monde qui est un monde très très joyeux. Enfin, tous les musiciens sont aiment bien faire la fête et jouer. Enfin, en plus c'est des terribles musiciens. Ils jouent, ils sont formidables ces musiciens. Ouais. Absolument à voir. C'est quoi? C'est une comédie musicale, Méziane, ou c'est quoi? Le spectacle par Best Café, c'est une comédie musicale, on peut dire, ou pas? Moi je dirais c'est... Il y a même de la danse, oui, on pourrait dire c'est une comédie musicale parce qu'il y a de la danse. Ouais, et moi je dirais c'est un spectacle qui fait un clin d'œil à notre histoire. C'est un spectacle qui aime notre famille et qui aime notre culture, et c'est un spectacle qui respecte tous les individus, parce que on essaie de rendre hommage à tout le monde. On rend hommage aussi aux Juifs d'Algérie qui sont partis d'Algérie avec une chanson de Lili Bouniche, Alger Alger. Magnifiquement interprétée par Samira Bramia, je vous la conseille. C'est extraordinaire, et du coup on essaie de ne pas oublier personne,
par contre, on essaye aussi, dans la provocation, de ne pas oublier personne, parce que avec notre boutique... Avec des petites images de Sarkozy. Ouais, voilà. La boutique électorale, là, on les passe à la moulinette, tout, c'est très très bien comme ça. Absolument. À voir. Nadir, Nasser, j'espère que vous allez aller voir ce spectacle, parce que c'est vrai qu'il se joue samedi, c'est complet, mais vous aurez l'occasion de le voir. Avec grand parce qu'il va plaisir. tourner. Et puis il sera de retour, tu nous le promets, Méziane, il sera de retour rapidement en 2018. Ouais, en 2018, et on va y travailler sur l'actualité, on va changer une partie, la dernière partie, parce que avant on parlait beaucoup d'actualité, ce qui se passait avec Hollande. Hollande aujourd'hui, il est plus là, il y a un autre président qui est en place. On va essayer d'analyser tout ce qui marche, et ce qui marche en avant et ce qui marche en arrière aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui marchent, c'est en marche arrière, et puis on va mettre en place tout ce qui marche en marche arrière, on va l'illustrer, et ce qui marche en avant, on va le mettre en avant de notre spectacle, parce que il suffit pas de critiquer uniquement, mais d'évoquer ce qui est bien, ce qui est pas bien. Et c'est vrai qu'avec le changement politique, aujourd'hui on n'a pas assez de recul, on commence à en avoir un peu, et du coup on va analyser certaines choses et on va revenir du pied ferme. Alors Méziane, pour terminer, en un mot, le spectacle aussi qui tient à cœur, ça se passera donc le 20 janvier 2018 au Cabaret Sauvage. Qu'est-ce qui va s'y passer, Méziane, concrètement? Écoute, on a invité deux femmes. Deux femmes qui ont marqué les femmes d'Algérie en 99. Il n'y a pas que ces deux qui ont marqué cette période ou ces dates-là avec les femmes d'Algérie, parce que les femmes d'Algérie, il faut savoir, on a invité 50 femmes en 99, au moment où on égorgeait tous les jours des gens en Algérie, où c'était le plus dur, c'était le moment le plus dur pour les femmes là-bas, et pour les hommes aussi, mais les femmes c'était encore plus dur. Et on a invité 50 femmes pour venir faire la fête jour et nuit pendant 5 jours. Ça s'appelait 5 jours d'indistinct, et 5 nuits d'indistinct, et on a fait la fête. Et le premier jour ça se passait très bien. Le deuxième jour, il y a eu une tempête de neige, et la préfecture, je me rappelle, il nous a interdit de faire le spectacle parce qu'il y a trop de neige sur le cabaret. Le public, on a vendu toutes les places, le public est arrivé, on commençait à leur dire c'est annulé et tout. J'ai pris une échelle, j'ai monté sur l'échelle, je commençais à dégager la neige, et tout le monde s'y met. Et on a dégagé la neige sur le chapiteau, et on a fait le spectacle. Incroyable. Et c'est passé très bien. Et les femmes qui sont programmées cette fois, ça fait partie de ces femmes-là, ces 50, mais ceux-là, je les ai choisis parce que ils ont vraiment marqué le cabaret. Il y en a une, elle est arrivée, je crois, c'est une des plus jeunes, parmi les plus jeunes. Elle a jamais joué sur scène. C'était Souad Massi, et elle a commencé une chanson très 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 belle. Elle commençait avec sa guitare, toute seule, toute fragile, dans cette salle, plein de monde. Et à un moment donné, il s'est arrêté, il se met à pleurer. Impossible qu'une note sorte, il pouvait pas chanter, et il s'est arrêté, il s'est levé, il est parti dans les loges, et il a arrêté le spectacle. On a été la chercher, moi j'ai pas été parce que je voulais pas lui mettre de pression. J'ai envoyé quelqu'un la chercher, il l'a remis sur scène, et il s'est mis à chanter, il a fini sa chanson, et c'était le premier jour. À partir de là, je dis
tous les soirs, il faut que cette fille vienne chanter sa chanson. Et tous les soirs, elle est venue chanter sa chanson et on a fait en sorte lui de faire rencontrer un producteur, un tourneur et à partir de là, sa carrière est démarrée des femmes d'Algérie. Ouais. Et Souad Massi, aujourd'hui, tout le monde la connaît. Il fait la tournée du monde et du coup, je trouvais il y a personne qui pouvait représenter cette date-là que Souad Massi. Et l'autre personne, c'est Hasna al-Bacharia. Hasna al-Bacharia, c'est une dame, une vieille dame, une très vieille dame qui faisait des chansons à Bichar, des chansons dans le village, dans la ville, pour les mariages, animer les mariages et tout ça. Et puis il adore la musique, quoi. Il jouait du gombri à force, il y a tellement de monde et du coup, il s'énervait parce qu'on n'écoutait pas son gombri. Et il s'est mis à la guitare électrique et du coup, on l'a fait venir au cabaret et il n'a pas joué du gombri, on l'a fait jouer de la guitare électrique. Et il est resté en France et là, il a un peu souffert pour avoir ses papiers et tout. Et il est resté en France, il a enregistré 2-3 disques et finalement, il est reparti en Algérie. Et dernièrement, j'ai appris qu'il était malade et du coup, je l'ai appelé, je lui ai demandé s'il voulait revenir à Paris. Il m'a dit ouais, ça sera mon rêve et tout, de revenir et chanter. Et je dis c'est le moment ou jamais et je l'ai invité et voilà, il y a Hasna al-Bacharia et il y a Souad Massi et il y a aussi Samia Diar. Samia Diar, excellent. Samia Diar avec qui effectivement j'ai travaillé un peu, il était aussi sur les femmes d'Algérie, mais là je commence à travailler sur un projet justement de transmission. Et Samia Diar, il fait un travail extraordinaire sur tout ce qui est transmission parce qu'on a créé un spectacle après Barbas Café pour les enfants sur le même thème et on continue à faire vivre le personnage de Lucette et de Mouloud à travers un spectacle pour enfants en racontant l'histoire de l'immigration aux petits-enfants de 8 ans à 12 ans et du coup Samia Diar il chante dans ce spectacle pour enfants et je lui dis pour lui faire honneur, je l'ai invité aussi pour les femmes d'Algérie. Ça sera donc le 20 janvier. Oui, on travaille ensemble parce que là j'entends des choses qui sont hyper intéressantes, notamment à travers la transmission intergénérationnelle par rapport à l'aspect culturel ou artistique. Parce que nous on est sur les quartiers populaires et on a aussi ce devoir de vouloir transmettre cette histoire aux enfants qui aujourd'hui malheureusement sont de moins en moins au courant de cette histoire, notamment à l'époque où on parlait de la marche pour l'égalité et la justice qui était la fameuse marche des beurs, où beaucoup de jeunes en dessous de 20 ans ne connaissent pas du tout cette histoire. Alors là on peut aller encore plus loin, d'où l'intérêt peut-être de faire peut-être quelque chose avec vous, notamment par rapport aux jeunes et au fait de les intéresser à cette histoire-là parce que ça les concerne aussi. En tout cas bravo Méziane pour tout ce que tu fais et tu en fais des choses et tu vas continuer en tout cas de rester très actif avec ce spectacle je disais donc complet mais on le rappelle quand même à l'occasion et c'était une belle occasion en tout cas qui était donnée ce samedi 16 décembre pour fêter les 20 ans de ce cabaret sauvage qui continue à vivre cet endroit, qui continue à voir émerger aussi beaucoup d'artistes qui sont passés. Il y a eu pas mal d'événements organisés dans le cabaret sauvage et donc ce 20 janvier prochain, histoire de bien démarrer l'année, ça se passera le 20 janvier prochain pour rendre hommage aux femmes d'Algérie le 20 janvier prochain. Merci beaucoup Méziane. Merci, je peux rajouter juste un mot. Je t'en prie. Parce que notre public, très souvent, il y en a beaucoup qui viennent sur place pour acheter des places. Oui. Et j'ai envie de leur dire, vraiment, il faut pas tenter de venir parce qu'il fait froid, vous avez perdu du temps et ça va nous frustrer plus qu'autre chose parce qu'on peut
on peut rien faire pour vous. On a vraiment pas de les place. places alors sur là pour samedi c'est complet. Non mais de façon générale. En général, oui, sur internet. Sur internet, Ouais. Grandes enseignes, Carrefour et tout ça. Partout. Quelle billetterie. Ouais. À la Fnac. Partout. Pour le 20 janvier, en l'occurrence, c'est pas complet, donc allez-y, achetez d'ores et déjà vos places. Allez-y, là, c'est pas complet encore. Voilà, allez-y. Annie, merci beaucoup, Annie. Lucette, à bientôt. Et vous passerez le bonjour à toute l'équipe du bar. Bonjour à Mouloud et bonjour à toute la clique, évidemment, qui vous accompagne. Voilà. Ah oui, on va aller voir le spectacle pour enfants, ça serait formidable. Merci beaucoup, Méziane, merci Lucette. Dans un instant, les coups de cœur de Nasser Lajili et de Nadir Kaya. Et puis Libertad aussi sur France Maghreb 2. On n'a même pas eu le temps de parler de la Tunisie, on en parlera rapidement quand même. À tout de suite. Et oui, les discussions se poursuivent même en antenne parce qu'avec Méziane, c'est à chaque fois un moment de pure rencontre sur France Maghreb 2, LGF officiel. Donc on rappelle les 20 ans du cabaret sauvage avec une belle soirée, mais malheureusement c'est complet, j'ai envie de dire. On a frustré plein de monde là pour le coup peut-être, mais rendez-vous le 20 janvier prochain 2018 donc pour ce spectacle concernant les femmes d'Algérie avec notamment la belle et ravissante Souad Massi. Le 20 janvier prochain, on aura l'occasion évidemment d'en reparler, mais je crois qu'il y a un spot qui tourne dans les pubs sur France Maghreb 2, donc restez bien à l'écoute bien sûr. Et soyez nombreuses et nombreux, bien entendu. Avant de parler avec nos auditeurs et de Libertad, on va passer maintenant au coup de cœur de Nadir Kaya et de Nasser Lajili. C'est parti. France Maghreb 2, le coup de cœur. Comme tout à l'heure, la vie tranchée, le premier c'était Nasser, donc du coup on va commencer par Nadir. Voilà, un petit peu de changement. Un petit peu de changement, voilà. Il faut. Alors Nadir. Alors moi je vais faire un coup de cœur à l'association Fakiret de France. C'est une association qui regroupe essentiellement des femmes qui font des préparations de repas pour les plus démunis, notamment du côté de Porte-la-Chapelle, rue de la Poissonnière, qui depuis l'arrivée des Syriens et d'autres réfugiés se mobilisent avec différentes personnes qui sont principalement issues des quartiers populaires de la banlieue ou de cette fameuse France qu'on n'entend pas souvent ou qu'on ne met pas souvent en avant, cette fameuse France silencieuse. Donc c'est une association qui vit en aide et qui fait des préparations de repas chauds, surtout par cette période et par tous les temps. Donc régulièrement, ils sont sur place avec les réfugiés à leur préparer différents repas, des chorbas, des hariras, je le fais sans l'accent, différentes soupes, des sandwichs, des boissons, mais également des couvertures et des vêtements. Donc c'est une association qui agit depuis plus d'1 an. Et concrètement, ils y sont plusieurs fois par semaine. Donc voilà, je voulais faire vraiment un coup de cœur à l'association Les Fakirettes de France et notamment à Ouidad, qui est la responsable de l'association, qui agit avec tous ses bénévoles sur le terrain. Voilà, c'est du concret et surtout par ces temps de froid et de pluie, c'est important de le rappeler. Nasser Lajili. Ben moi c'est je veux dire c'est un peu la continuité de ce qu'il vient de dire Nadir. Ouais. Moi c'était juste pour, bien. Voilà exactement parfois. Ouais. Parfois. Non, mais je plaisante à dire. Non mais voilà, je voulais rendre hommage surtout aux jeunes des quartiers populaires aujourd'hui qu'on a souvent et très facilement à stigmatiser. Et il faut pas oublier que c'est souvent dans ces quartiers qu'on trouve des gens qui sont solidaires et qui sont prêts à faire des actions humanitaires, des distributions et je pense spécialement à des associations comme celle de Banlieue Plus dont c'est Nadir Kaya le président actuellement, Entraide et Bienfaisance et bien évidemment aussi des associations qui accompagnent des enfants à l'accompagnement à la scolarité pour que ces jeunes et ces enfants réussissent dans l'éducation et dans leur réussite scolaire. Donc voilà. Merci à vous deux en tout cas. Je voulais vous dire un petit mot avant de passer à Libertad, notamment pour parler de Macron, Emmanuel Macron après l'Algérie et la semaine dernière. Place maintenant à la Tunisie avec donc Emmanuel Macron qui sera en février en Tunisie. La relation avec la Tunisie est prioritaire car les liens entre les deux pays sont exceptionnels. C'est ce qu'a déclaré le président français ce lundi après avoir reçu à déjeuner son homologue tunisien, Béji Caïd, venu à Paris pour le sommet qui démarrait donc hier, le sommet sur le climat. Le président français a également affiché son admiration pour le modèle de transition qui a été mis en place en Tunisie après la chute de Ben Ali, saluant au passage le courage et la ténacité du peuple tunisien. Macron a profité de l'occasion pour annoncer qu'il effectuerait une visite d'État le 1er et 2 février prochain en Tunisie, pays avec lequel la France veut intensifier sa coopération notamment dans le domaine économique et la lutte antiterrorisme. Cette visite présidentielle verra la signature d'un accord cadre sur la sécurité et la Tunisie étant en première ligne bien sûr en raison de ses 450 km de frontière avec la Libye. Voilà une visite d'État qui s'annonce bien fournie en tout cas les 1er et 2 février. Nasser sur cette volonté de la France d'aider la Tunisie. Oui, non mais je pense que c'est bien s'il y a une bonne volonté derrière, il y a aucun problème. Au revoir.
Mais par contre, j'espère que son séjour va pas durer 6 heures, hein. Comme il Non, c'est 2 jours, 1er et 2 février. J'espère tout simplement, et que bien sûr écouter aussi le peuple tunisien qui a besoin aussi d'être écouté parfois. Monsieur Nasser Lajili, donc sur effectivement cette volonté de Macron d'aller en Tunisie donc le 1er et 2 février. Effectivement, tu faisais référence évidemment au passage de Macron en Algérie, 6 heures. C'est ça. Mais il a promis de revenir avec lui dans ses valises. Apparemment, la plus grosse délégation depuis qu'il est élu président, c'est pour l'Algérie qu'il la réserve, avec beaucoup de ministres et beaucoup de chefs d'entreprise, Nadir. Ah oui? Oui. Ah. Pour le premier trimestre de 2018, pareil. J'ai failli y aller avec celle d'Hollande à une époque, donc ouais. On verra bien. C'est bien d'avoir une délégation dès l'instant où ça apporte des aspects constructifs et des deux constructifs pour la France et l'Algérie. Donc on verra bien. Bon, affaire à suivre, on va se dire donc en tout cas les deux hommes visiblement ont l'air de s'apprécier, Béji Recepsi et Macron, et la France donc qui a pour le coup aide, en tout cas d'après les propos de Macron, envie d'aider la Tunisie à s'en sortir avec ce terrorisme qui reste toujours présent, hein, Nasser. C'est ça. Ouais. Qui est toujours extrêmement présent malheureusement. Exactement. Voilà. Bon. Eh bien, je crois qu'on va passer maintenant à Libertad, si vous le voulez bien. Avec Mesdames, plaisir. messieurs. Ah, oui, les auditeurs, auditrices qui vont pouvoir s'exprimer. J'espère que vous avez passé une bonne émission, en tout cas. Alors, c'est vrai que Méziane, quand même, il est assez incroyable parce que moi qui le connais, pour tout vous dire, maintenant qu'il est parti, je peux le dire, quand on le rencontre pour la première fois, on se dit, mais ce mec-là, il est pas sérieux, quoi. Et alors qu'il a réussi à faire des choses extraordinaires, cet endroit magique, et il réussit à faire un spectacle vraiment que je conseille à tout le monde. C'est vraiment voilà un homme qui est extrêmement trompeur dans les apparences, Nadir et Nasser, je peux vous assurer. Non, mais j'ai beaucoup apprécié je veux dire la manière dont il exposait son histoire. Je trouvais que c'était intéressant. On voit que c'est un passionné, c'est un gars qui est perfectionniste, hein, au-delà de son côté chaleureux et. Ouais. Bah c'est un non sous chien, comme dirait comme quelle crotte. Allez, vos appels 01 40 33 9000 pour finir cette émission, c'est à vous la parole évidemment. Allô, bonsoir. Bonsoir Christophe, Kamel à l'appareil. Bonsoir Kamel. Et alors très rapidement, tout simplement pour saluer ce que fait Méziane, il est clair que c'est très important. Moi je voudrais signaler quand même un petit aspect des choses par rapport au cabaret. C'est la porte ouverte à aux associations qui notamment ont des revendications. Il l'a toujours fait, il continue à le faire. C'était un aspect qu'il n'a pas soulevé, etc. Mais moi, je voulais quand même le signaler parce que dans ce que nous vivons aujourd'hui, c'était très important. J'avais une autre question à te poser, mon cher. Oui, Kamel, je t'en prie, vas-y. Je n'ai pas entendu les réactions. Ce qui m'interpelle véritablement, et je crois que ça doit interpeller un certain nombre de personnes chez nous de la communauté, c'est où en sont les associations soi-disant nous représentant, nous les musulmans en France, sur la cause palestinienne. Est-ce que tu les as interpellés et j'aurais loupé quelque chose? Non. Et se sont-ils prononcés ou pas? Parce que c'est un silence, et ce silence, moi, me tue véritablement, c'est une expression, mais vraiment, ça commence à m'agacer. Non, mais il y a eu des communiqués, mais des communiqués que personne ne relève, à dire au bout d'un moment. Est-ce que vous les avez vus, vous, les communiqués? J'ai vu le communiqué du CEPSEM, le communiqué du CEPSEM, on a vu le communiqué aussi du truc d'une autre fédération, enfin, ils ont tous été de leur, je crois que l'UOIF a rien fait pour le coup. Non, mais je suis pas sûr, hein. Alors moi, je t'invite, s'il te plaît, tu es journaliste et vous faites bien votre boulot, moi je t'invite à les inviter, pour les mettre face à ce que nous avons à leur dire, nous autres, le public, les gens qui écoutent toute l'année et qui s'investissent, les associations, tous ceux qui sont sur Est-ce que t'es d'avis à ce qu'on tire sur l'ambulance ou pas? Est-ce que t'es d'avis à ce qu'on continue à tirer sur l'ambulance? Parce que là, je pense que ça atteint un tel degré, toutes ces associations, je sais même pas si ça vaut le coup, mais bon, pourquoi pas? Allez, pourquoi pas? On va les mettre face à leurs responsabilités, moi. Ça me dérange pas. C'est ça, mon cher Christophe, je sais que t'es vachement engagé là-dedans, je vais terminer là-dessus, mais il est important de ne pas être pris pour les idiots utiles de l'histoire. Il faut condamner ce qui est condamnable, dénoncer ce qui doit être dénoncé, et moi je les invite à se taire puisqu'ils ne font rien et que finalement leur travail est proche du néant. Donc il y en a marre. Cessez. Merci Kamel. Merci à toi. 01 40 33 9000 Libertad sur France Média 2. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a à dire? Non, mais je voulais dire un truc, mais moi personnellement ça me choque pas qu'ils aient rien à dire ou qu'on les entende pas, parce que quelque part ils ont pas vocation. C'est comme le CRIF. Le CRIF, on s'étonne le CRIF ne représente pas les Juifs de France, hein. Non, il représente qu'une minorité, mais c'est une minorité qui est assez forte parce que c'est des lobbies assez puissants. Mais eux-mêmes aussi n'ont pas à se positionner par rapport à ce qui se passe en Palestine. Donc les soi-disant représentants musulmans déjà ils ont du mal à s'exprimer sur leur sujet, donc voilà, et ils ne le sont pas vraiment aux yeux des musulmans. Donc
déjà à ce niveau-là, qu'on les entende ou pas. Ouais, mais là-dessus, Nadir, le CRIF n'a pas peur de dire les choses quand il faut les dire. Quand ils ont quelque chose à dire, ils le disent. Aujourd'hui, malheureusement, on a soi-disant des représentants, parce que malheureusement, je sais pas c'est qui décide aujourd'hui, qui sont nos représentants aujourd'hui. Mais ces gens-là, malheureusement, on les entend pas souvent parler de la Palestine ou de la cause de la communauté ils ont musulmane déjà quand du ils sont mal attaqués. à parler de leur sujet dont ils sont censés s'occuper, donc faut pas leur demander non plus la lune. Comme ça, bon, bref. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe. Bonsoir. Jamila. Oui, Jamila, on vous écoute. Oui, voilà. Alors pourquoi je vous appelle tout simplement, il y a une minorité de juifs ultra orthodoxes qui habitent en Palestine. Alors, ils s'appellent Naturai Karta. Karta, ils habitent aux États-Unis, oui. Non, mais ils sont aussi en Palestine. Hein. Ouais. Ils sont en une grande amitié avec les Palestiniens. Si tu veux, c'est les vrais enfants de Moïse, quoi. Ça veut dire pour eux, palestinienne à vie. Et ils sont privés, Christophe, à vie aussi, du tout. Ils ont eu plein de crachats à vue. Vous pouvez aller juste sur Internet, vous trouvez tout ça. Hein. Merci, Jamila. Vous allez pas vous croire, ni oui, vos oreilles, on connaît, ça fait de nombreuses années. Comme j'utilise rien. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour nos frères palestiniens, hein? Surtout depuis que le Trump, il a trompé tout le monde pour dire j'attribue ce vrai joujou dans les mains. Oui, mais attendez, Jamila. Sinon, je parle de Madame Conception Piosciotto. C'est une Américaine qui l'a restée pendant 30 ans devant la Maison Blanche, dire non à cet État sioniste, et elle a réclamé haut et fort palestinienne, et elle est passée inaperçue, elle est morte, la pauvre, ça fait pas très longtemps, quoi. Je vous remercie. Merci, Jamila. Quand même, bon, Trump a pris cette décision, mais rapport quand même que c'était issu d'une loi en 94 prise sous Bill Clinton, hein, quand même, cette histoire de Jérusalem, hein. Faut le rappeler quand même. Un petit dernier pour la route, France Maghreb 2, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, c'est Madame au téléphone de Paris. Bonsoir. Je voulais juste vous saluer un petit peu le travail que vous faites, c'est extraordinaire. J'aime beaucoup écouter votre radio et vous traitez des sujets très intéressants qui touchent à la communauté. Et je tenais à relayer juste le message qui a été dit par un commentaire qui a été dit par le président du CFCM qui disait qu'il fallait pas en fait importer le conflit palestinien en France. Ouais. Donc, je sais pas si vous l'avez entendu. Si. Et d'ailleurs, je sais qu'il faut pas mélanger, comme l'a dit la précédente participante, enfin la femme qui était avant moi. Il y a des juifs qui sont contre Israël, hein, il y a des juifs qui ne supportent pas ce que fait Israël, donc il faut pas mélanger entre les deux. On a quand même beaucoup de points communs avec eux, plus qu'avec n'importe quelle autre religion. Donc il faut différencier le sionisme et la religion juive. Bien sûr. Et je tiens à insister là-dessus. Merci en tout cas pour ce rappel. Merci, je vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup, à très bientôt et merci de votre fidélité. Je sais que vous êtes de plus en plus d'ailleurs à nous rejoindre et je vous en remercie à être fidèlement au poste dès 16h10 d'ailleurs tous les jours jusque 18h. Voilà, le grand forum, c'est un moment de partage. On est capable de parler politique comme on a le fait. On est capable de parler musique, culture comme on l'a fait, mais en même temps avec l'histoire. Et demain nous parlerons, puisque j'aurai autour de cette table donc Jibril qui revient de Birmanie, du Bangladesh. Il fait partie du comité Halte au massacre en Birmanie, le Hameb. Il sera avec nous demain. Il revient du terrain. Il va nous expliquer un petit peu ce qu'il y a vu et de quoi ont besoin ces réfugiés Rohingyas. Vous avez remarqué, on n'en parle plus des Rohingyas. Hein, ça y est. Hein. Il y a eu une grosse action il y a pas longtemps avec Omar Sy et compagnie. Johnny est passé par là. Et puis l'actualité chaude aussi au Moyen-Orient continue aussi d'alimenter nos inquiétudes parfois, mais il n'en faut pas évidemment en oublier les Rohingyas, il faut pas aussi en oublier les Yéménites qui ont encore souffert par une explosion d'une bombe encore une fois aujourd'hui. Enfin, j'allais dire, c'est malheureusement leur quotidien, mais tous ces sujets, faut faire attention aussi de ne pas tomber dans ce quotidien qui nous fait oublier parfois des gens qui souffrent, et il ne faut pas les oublier d'où qu'ils viennent, où ils se trouvent, quel que
soit l'endroit dans le monde où ils se trouvent. Et les Rohingyas, évidemment, qui vivent un enfer sur Terre pour le coup, la minorité la plus persécutée au monde. Donc on en reparlera demain dans une émission spéciale avec Djibril qui sera avec nous demain. Merci beaucoup Nadir. Merci à toi Christophe. Ça fait un plaisir comme d'habitude. Mon cher Nasser. Merci Christophe pour cette invitation. À très bientôt. À très vite. Ouais, parce que je sais que tu vas faire une petite pause là. Tu vas partir un petit peu. Ouais, on va essayer de partir 10 jours et on reviendra avec. Tu vas te ressourcer. Tout à fait, bon. Exactement. Très bien. Eh bien, bonnes vacances et retour donc à ton retour bien sûr sur France Maghreb 2. Merci beaucoup Christophe. Merci, bonne soirée à tous sur France Maghreb 2. Il est 18h01. Merci d'être avec nous sur votre radio. Dans un instant, l'excellent Medjahed pour la suite des festivités, j'allais dire, hein, et de la bonne humeur au programme de notre ami Medjahed. Juste après le rappel de l'actualité de ce mercredi soir, c'est avec Marine Garrel que nous avons rendez-vous. Bonsoir Marine. Bonsoir à tous. Météo France étend l'alerte orange au vent violent à la Somme et aux 10 départements de la région Grand Est. Les départements concernés sont donc la Somme, les Ardennes, l'Aube, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et les Vosges, qui s'ajoutent à la Manche et la Seine-Maritime. Le procès de Salah Abdeslam, qui devait s'ouvrir lundi 18 décembre à Bruxelles, est reporté. Le terroriste, seul survivant du commando des attentats du 13 novembre, devait comparaître pour tentative d'assassinat sur plusieurs policiers français et belges dans un contexte terroriste au cours de ces 4 mois de cavale après les attaques de Paris et de Saint-Denis. Son ancien avocat, le belge Sven Marie, qui doit finalement assurer sa défense, demande un délai pour prendre connaissance du dossier. Les parties décideront d'une nouvelle date de procès lundi prochain. La Cour de cassation confirme la relaxe de Jean Mercier, poursuivi pour avoir aidé sa femme à mourir. En octobre 2015, le tribunal correctionnel de Saint-Étienne avait condamné Jean Mercier, âgé de 89 ans aujourd'hui, à 1 an de prison avec sursis pour avoir aidé son épouse à mourir. Il avait été relaxé par la Cour d'appel de Lyon en novembre 2016. Se camoufler pour Laurent Wauquiez, le nouveau patron des Républicains, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. La justice annule sa très controversée clause Molière. Ce texte polémique qui imposait l'usage du français sur les chantiers de sa région pour lutter contre les travailleurs détachés. Le quadruple maillot jaune du Tour de France, Chris Froome a-t-il franchi la ligne rouge? Le Britannique est soupçonné de dopage contrôlé positif lors de sa dernière victoire sur le Tour d'Espagne. Un taux excessif d'un médicament contre l'asthme a été retrouvé dans ses urines. L'événement du jour au cinéma, la sortie de Star Wars 8e épisode, alors que Disney planche d'ores et déjà sur une 4e trilogie. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.